Bienvenue à la session diversité-inclusion. Donc je vais d'abord présenter quelques transparents pour introduire un peu cette table ronde, et puis ensuite on fera un peu le tour de la table ronde, etc. Ce que je veux également faire, c'est vous encourager à poser des questions. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, je crois, non 3, 4, 5, 6 super BD sur les décodeuses du numérique, et je les distribuerai aux premiers 6 qui poseront des questions. Voilà, alors avançons. Donc pourquoi diversité-inclusion ? Eh bien, sur la base de travaux scientifiques, les théories existantes démontrent que pour faciliter l'inclusion, en espérant que tout le monde est bien d'accord qu'on veut que tout le monde soit inclus dans une communauté quand on en crée une, en fait, il faut arriver à combattre plusieurs dynamiques d'exclusion, comme l'autoségrégation, l'appréhension quand on veut communiquer son travail, les stéréotypes, la stigmatisation. Voilà, donc ça c'est juste quelques exemples. Je vous invite à lire ce travail qui est super intéressant, qui est paru très récemment. Eh bien, en fait, cette question de diversité-inclusion existe depuis toujours, mais elle existe très fortement dans les conférences et les universités depuis un peu plus d'1 an. Et elle existe de manière un peu plus agrégée, concertée, plutôt que des événements ponctuels, de temps en temps, une table ronde par-ci, etc. Donc, en particulier, le tout premier, qu'est-ce qui se passe, Arnaud ? Qui te notifie. Ok, très bien. Eh bien, le premier, en tout cas, événement un peu de diversité et inclusion qui a commencé à aborder des éléments très divers, qui n'étaient pas juste autour de la question, par exemple, du genre binaire. C'était une session de George Ropers que je vous invite à aller voir, qui est organisée à Grace Murray Hopper Conference en 2019, où c'était tout simplement un effort de faire remonter des propos que des collègues ont entendus par-ci par-là dans des conférences. Et l'ensemble des propos, je les trouve très informatifs et très intéressants, parce que ça met un peu en lumière comment chacun de nous perçoit cette question de diversité et inclusion. Donc je vous invite à aller voir ce document. Dans les universités, en particulier San Diego est une des UCSD, c'est une des toutes premières universités où il a été créé un bureau de diversité, equity et inclusion. Et je l'ai vu un peu évoluer ces 2 dernières années. Au tout début, c'était 2-3 personnes qui étaient dans ce bureau, qui ne savaient pas trop quoi y faire, et puis qui recevaient des gens qui leur disaient « Oui, on pense que c'est important, mais on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas comment se positionner. » Ou alors « Il m'est arrivé quelque chose, qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Et ça a énormément évolué. En particulier, là, très récemment, ils ont publié, par exemple, comment revenir à l'université après la pandémie. Voilà, comment reprendre les interactions avec les autres, etc. Il y a également, par exemple, des appels pour financer des idées de comment élargir ou comment encourager la diversité. NYU fait la même chose. Voilà, il y a plein d'informations sur ces sites. NYU, par exemple, aujourd'hui, quand ils font un comité pour la sélection de candidats pour des postes, ce comité inclut, en plus de, bien sûr, il faut son CV, il faut des lettres de recommandation, etc. Aujourd'hui, il faut fournir un statement de l'expérience ou l'information ou alors notre interprétation de ce qu'est divers, inclusif, égalitaire, etc. Dans la recherche, dans la communauté de base de données, je vais faire juste une petite pub. Je coordonne une initiative depuis un peu plus d'1 an
qu'on appelle DBDNI Initiative. Et on a un certain nombre d'actions qui vont de... on veut informer, on veut faire... Voilà, on veut travailler autour de l'information, on veut aller voir ce qui se passe dans d'autres conférences, dans d'autres communautés de recherche. On réfléchit autour de comment augmenter l'inclusion. On a également des personnes qui en font partie et qui servent un peu de liaison avec les steering committees de conférences. Et chaque année, on aide les chairs, qui sont des chairs diversité et inclusion, de conférences à... D'abord, on sert un peu de mémoire entre les différentes conférences et on les aide un peu à organiser des événements de diversité et inclusion dans les différentes conférences autour de la gestion de données. Il y a un certain nombre d'actions concrètes, par exemple, lancer des questionnaires avant, après, demander à la communauté de s'exprimer autour de ses besoins en diversité et inclusion. On a un code de conduite, comment écrire des papiers qui sont plus inclusifs, comment créer des sous-titres à des vidéos, et puis quelques événements, comme par exemple la présentation d'étudiants la plus diverse, voilà, donner des prix là-dessus. Voilà, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, à EGC, on va tenter une expérience où on a plusieurs personnes qui ont accepté de participer à cette table ronde. Donc il y a toutes les informations à propos de qui est autour de la table. Je vais laisser le soin à chacun de juste dire quelques mots pour se présenter, plutôt que d'y passer du temps moi-même. Et puis on va également tenter une approche un peu participative. On va vous demander de façon anonyme de répondre à certains moments, de répondre à ces 3 questions. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons... Je vais regarder il est où mon planning ? J'ai besoin de quelqu'un pour mon planning. Regardez mon planning et voir qui... Voilà, il est où le déroulé ? La première personne, je pense, qui va présenter quelque chose, c'est Cécile. Donc, je retourne là. Je ne lance pas encore le sondage, c'est bien ça ? Non, il faut que je regarde mon déroulé. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon déroulé ? Arnaud crée un sondage en ligne et le lance avec le public. OK. Alors, je vous invite à déjà participer au sondage. Je vais le lancer. C'est ça ? Arnaud, c'est bon ? Je vais continuer et je vous laisse, encore une fois, le sondage est accessible tout là-bas en haut. Je vous remercie de bien vouloir y participer. Alors, la première présentation, c'est Cécile. Cécile, je te donne la parole et tu me dis suivant ou pour passer les transparents. D'accord. Eh bien, vous m'entendez bien, c'est tout bon ? Très bien, oui. Ok, parfait. Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci encore pour cette invitation, pour cette table ronde. Moi, je suis maîtresse de conférence en informatique à Lyon 2 et il se trouve que depuis la création du master en études sur le genre de Lyon en 2011, j'ai participé à cette structure et de plus en plus avec des responsabilités pédagogiques et donc avec notamment la création d'un cursus en études de genre avec une création de formation continue de gens qui sont en reprise d'études. Donc, par rapport à cette intervention, l'idée, c'était de poser un petit peu un cadre avec des statistiques, des données chiffrées. Et pour cela, je voulais repartir. Donc, l'idée, c'était de repartir des travaux que certains et certaines connaissent peut-être, puisqu'il s'agit du défi EGC 2020, donc il y a 2 ans. On était donc à Bruxelles. Et l'idée, c'était de pouvoir répondre au défi 20 ans d'histoire pour quel avenir avec des données d'EGC. Et à ce moment-là, nous avions présenté des regards d'actualité, en fait, au prisme des enjeux sociétaux. Donc, j'invite les personnes qui souhaiteraient avoir plus de détails à aller voir l'article. Mais il y avait, on va dire, une analyse sous l'angle de l'égalité femmes-hommes pour faire un bilan un petit peu chiffré. Avec cette question pour l'inclusion, la diversité qui se pose, c'est quelles données chiffrées on a, qu'est-ce qu'on peut mesurer. Il y a des choses que l'on ne voit pas. Et donc de pouvoir déjà avoir un premier état des lieux et qu'est-ce que ça nous révèle.
Donc, dans la suite de ces travaux, je vais vous passer quelques statistiques. Donc, c'est un travail où l'idée, c'était d'avoir des références quand même par rapport à EGC. Donc, on s'était concentré sur les données chiffrées des sections CNU 27 et 26 pour voir que finalement, on avait entre 24 et 27% de femmes dans la communauté et que ça sert de référence quand on fait des statistiques. Donc, on va passer juste à la suite. Je vais aller très rapidement sur quelques statistiques. Donc, au niveau des auteurs et autrices, l'idée, c'était qu'on avait, on va dire, des choses assez similaires avec notamment, en 2020, 29% de femmes parmi les autrices de GC. On avait pu constater également que parmi les personnes qui contribuaient le plus historiquement à EGC, il y avait aussi, les femmes étaient bien représentées. Il y avait parmi les personnes qui avaient au moins 10 papiers à EGC, il y avait 25% de femmes. Et pour faire ces statistiques, donc, il y avait un étiquetage manuel. Donc, on était dans une approche bicatégorisée, on va dire, femmes-hommes. Et ça nous a intéressé d'aller regarder au-delà des données qui étaient les publications. Et c'est comme ça qu'on est allé voir un petit peu, notamment la place dans les conférences invitées. Il se trouve qu'à l'époque, donc, on avait fait état qu'effectivement, il y avait entre 3 et 5 conférences invitées par édition et que globalement, on était aussi à 25% de femmes, donc quelque chose qui est dans les pourcentages qu'on a dans la communauté de la place des femmes. Mais on avait quand même noté qu'il y avait 4 éditions où il n'y avait aucune femme. Alors, je ne sais pas si ces résultats-là ont servi politiquement pour faire un choix d'invitation des conférencières invitées de cette année, mais c'est vrai qu'on peut noter que cette année, il y a 5 femmes, et donc il y avait vraiment un menu conférencière invitée sur le site web. Donc, voilà, je me réjouis de cela. On est allé voir aussi par rapport aux présidences, parce que c'est important de voir que par rapport au type de tâches, on peut retrouver des choses qu'il y a dans la société d'un point de vue de la répartition des tâches, d'un point de vue d'analyse, on va dire peut-être plus sociologique, mais avec des choses honorifiques, avec la présidence d'honneur, la présidence de comité de programme qui est plus quelque chose de scientifique, et puis la présidence de comité d'organisation, il y a, on va dire, un certain nombre de tâches qui sont attendues. Et donc là, on peut voir effectivement que les femmes étaient beaucoup plus représentées dans le comité d'organisation que dans le comité de programme et que présidente d'honneur. Et donc, voilà, l'idée dans la question, est-ce que EGC est inclusif? En tout cas, on voit qu'il y a une sensibilisation sur ces questions, puisque cette année, finalement, en 2022, les choses ont complètement été inversées, c'est-à-dire qu'il y a une présidente femme pour la présidence d'honneur, une femme pour la présidence du comité de programme avec Siem, et Arnaud qui préside le comité d'organisation. Donc, on peut voir que ça va rééquilibrer, entre guillemets, voilà, ces statistiques. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps, mais pour moi, c'est important d'avoir quelques messages parce qu'une fois qu'on a dit cela, c'est intéressant de voir ce qu'il en est au niveau de nos communautés, de noter qu'il y a une évolution dans la place des femmes de l'informatique. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'à partir des fiches démographiques du CNU, donc section 26 et 27, j'ai constitué là les pyramides des âges. Et c'est vrai qu'on peut aussi quand même se dire qu'il y a un petit peu des inquiétudes à avoir sur les futurs départs en retraite qu'il pourrait y avoir. Et donc, c'est un sujet qui reste bien d'actualité si on veut que le vivier de femmes reste conséquent, notamment parce qu'en partant du principe qu'on est le produit un peu d'une socialisation genrée et que ce n'est pas anodin de faire attention à ces aspects-là pour le bon déroulement aussi de la recherche. Donc ça, c'est pour les sections voilà, CNU 27-26 avec des choses, on pourra mettre en ligne les diaporamas si vous le souhaitez. Et donc, souvent revient la question, quand on est face à ces questions d'équilibre, voilà, de voir la question des viviers. Donc, on aurait pu penser que le CAPES en informatique aurait été l'occasion aussi peut-être d'intensifier la place des femmes, peut-être en termes de rôle modèle. Bon, il se trouve que voilà, les résultats du CAPES et du CAFEP, il y a la place des femmes. Enfin, des femmes ont passé le concours, elles réussissent, mais c'est sûr que la représentativité reste très, très faible. Voilà, avec des statistiques où on a à peu près 20% de femmes. Donc, on n'est pas sur un changement conséquent à ce niveau-là. Voilà, donc on va passer un petit peu, je vous ai mis les extraits,
il y a les liens pour aller voir vraiment les rapports aussi qui ont été faits à l'issue des jurys de ces choses-là. Et si on descend encore d'un niveau avec là cet aspect plutôt des choix des élèves, notamment avec les spécialités NSI, là aussi, il y a encore des travaux à faire pour avoir plus, si on veut attirer plus de filles, puisqu'on a, parmi les personnes qui choisissent la spécialité NSI, on était sur, parmi les filles, il n'y en a que 2,6% qui choisissent cette spécialité-là contre 15,2% au niveau des garçons. Voilà pour un peu resituer statistiquement les choses. Ce qui me paraît important de dire, c'est que là, on avait une approche en termes de genre, que ces questions de diversité recouvrent différentes choses et ça pose des questions d'un point de vue démographique de qu'est-ce qu'on veut compter ou pas compter. Ça pose des questions d'avoir conscience qu'il y a une socialisation genrée et quand on parle de diversité et d'inclusion, il ne faut pas oublier aussi ces questions d'égalité. Et donc, j'espère que là, dans cette table ronde, on aura l'occasion sans doute de revenir un petit peu sur ces points-là. Mais il ne faut pas sous-estimer ce problème. En juin 2018, à Lyon, dans le cadre du Webcom, donc en marge de la conférence 3W, on avait fait un peu un think tank avec des collégiennes et il y avait quand même des élèves qui nous avaient dit que l'informatique, c'était pas pour elles. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je pense que c'est important de voir ces dimensions-là. Et bien sûr, après, de revenir sur d'autres aspects de la diversité. Mais attention, il y a ces aspects aussi de visibilité des minorités. Mais a priori, voilà, la problématique de genre n'est pas qu'une question de minorité. Voilà. Merci. Merci Cécile. Nous allons pouvoir passer à Angela qui va nous parler d'une analyse qu'elle a faite dans un contexte plus large, qui n'est pas le contexte juste EGC. Et ça se passe ici. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Angela Bonifati, je suis professeure à l'Université Claude Bernard Lyon 1 et je fais mes recherches au sein du laboratoire LIRIS où je dirige l'équipe base de données. J'attends que Siam arrive à afficher les slides. Merci Siam. Je suis heureuse de vous présenter des résultats que nous avons récemment publiés dans la review ASIM Sigmund Record avec deux collègues et une étudiante, une stagiaire. Donc, vous voyez, les auteurs du papier sont bien équilibrés, hein, 2 femmes et 2 hommes. Donc, c'est bonne nouvelle, au moins pour ce papier. Et puis, dans ces papiers, c'était intéressant parce que nous avons pris les données de DBLP que vous connaissez, hein, du serveur DBLP qui permet de visualiser toutes les publications de Database et Logic Programming. Et nous avons étudié ces publications pour notre domaine, les bases de données, pour des autres domaines. Pour la première slide, tu peux y aller s'il te plaît, Siam. Je voulais répondre à la question qu'est-ce que ça veut dire diversité et inclusion et qu'est-ce que là où est-ce qu'il y a, on peut dire où il y a besoin de diversité et inclusion ou il n'y a pas besoin. Donc, par rapport à nos activités, on dirait toutes les activités où les humains sont impliqués peuvent comment dire, donner des opportunités pour avoir de l'égalité entre les différents sexes et la parité des sexes. Et on peut considérer pour nos activités à nous, en particulier la recherche et l'éducation, hein, l'éducation nationale. On voudrait que la diversité, l'inclusion soit là comme la nouveauté des idées, parce qu'en faisant nos recherches, on trouve toujours des idées innovantes et donc on a vraiment besoin de la mettre dedans. Et en général, la science est un champ dans lequel il faut vraiment avoir la diversité, hein, de genre, de race, de distribution géographique, tout type de diversité. Et on sait bien que ça n'arrive pas en pratique. Et vous avez peut-être entendu les problèmes et les discussions qu'il y avait suite à un des derniers Turing Awards de Haho Hulman qui a suscité des polémiques et des discussions dans les communautés scientifiques.
Next slide. Oui. Donc, avant de vous présenter quelques résultats, je ne peux pas vous présenter tout. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder les papiers. Mais avant de pouvoir vous présenter quelques graphiques, je dois vous montrer donc les différents moyennes de nombre d'auteurs pour chaque sous-discipline de l'informatique. Donc, comme je vous disais, ce qui est intéressant pour cette présentation, c'est comme nous avons considéré plusieurs sous-disciplines. Donc, nous allons par exemple dire quel est le nombre moyen d'auteurs pour chaque papier, par exemple dans la discipline intelligence artificielle par rapport à database, par rapport à human computer interaction, par rapport au réseau, etc., etc. Donc, vous voyez sur la colonne de droite que chaque papier dans les conférences que nous avons considérées dans l'étude, on n'a pas toutes les conférences, mais là-dedans, on a des nombres, de moyennes qui sont différentes. On va remarquer qu'il y a plus d'auteurs, par exemple, dans les réseaux, par rapport aux systèmes d'exploitation, par rapport, par exemple, au papier de l'intelligence artificielle. OK, ça, c'est pour vous donner une impression des résultats. Et puis ici, vous voyez pour les différentes disciplines, quels sont les résultats par rapport au papier où le premier auteur était une femme. D'accord? Donc, on a considéré les venues que vous avez vues dans la slide précédente et on remarque vraiment que la courbe rouge, elle est distincte par rapport aux autres parce qu'on voit qu'elle est le Human Computer Interaction qui, par définition, c'est une discipline qui a beaucoup de femmes, donc ce n'est pas surprenant. Notre courbe à nous de base de données, c'est la courbe verte qui, vous voyez, elle est un peu entrelacée entre les autres courbes et qui, dernièrement, dans les dernières années, elle va un peu se lever par rapport au deuxième batch. Mais bien évidemment, on a de quoi travailler pour que la courbe continue sa croissance. D'accord? Et comment on peut faire donc pour avoir plus de diversité et inclusion, d'accord? Moi, je vous donne quelques réflexions que j'ai fait moi-même pour faire de la recherche sur cette thématique. Comme je commençais à la faire, je me suis motivée. Et donc, par exemple, je voudrais bien comprendre la dynamique du biais de gender dans notre communauté scientifique. C'est-à-dire que si on a des données historiques, est-ce qu'on peut étudier ces données comme on l'a fait par exemple pour les publications, mais d'autres types de données, par exemple Cécile, elle montrait la composition des CNU, mais aussi les autres comités au niveau international. Et tout au long de l'année, qu'est-ce qu'ils sont faits par rapport à ça et quels sont les résultats à partir de données, d'accord? Il y avait plusieurs papiers dans Communications of the ACM l'année dernière. Moi, j'en ai vu au moins deux. Je vous mentionne un qui m'a particulièrement impressionné. Il montrait, par exemple, la proportion de femmes en informatique qui est en train de se croître dans les dernières 20 années, mais moins que dans les autres disciplines comme la chimie et la biologie. D'accord? Je vous invite à regarder ça parce que ce n'était pas par rapport aux publications, mais par rapport au comité, d'accord? Au comité de scientifiques, etc., au niveau des ICM, etc. Mais comme vous voyez, ce n'est pas suffisant. Il faut encore continuer à travailler. Next slide, please. Et voilà, je vous remercie et je vous montre aussi, voilà, on a vu que quand on fait des graphiques, on peut indiquer les femmes et les hommes et on choisit des couleurs, mais il y a plusieurs couleurs à choisir. Voilà, si on a cette problématique. Merci beaucoup. Merci Angela. C'est quoi le message du dernier transparent là?
Qu'il n'y a pas la diversité des couleurs pour indiquer les femmes et les hommes. Tu vois, tu peux choisir. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui n'arrivent pas à voir les couleurs, mais tu peux choisir l'orange pour les hommes, le vert pour les femmes. Ou tu peux choisir d'autres les couleurs que tu veux. Et il y avait tu vois, dans la presse, il y avait des choix à faire. Merci. Nous allons passer à Nicolas. Affichage, diaporama. Et pour vous donner un peu de visibilité sur le déroulé, donc là on est en train de collecter vos réponses. Il y a Nicolas, on fera une petite pause voilà, pour voir ce qui se passe. Et ensuite on passe à la deuxième question et puis on aura voilà, les autres interventions. Vas-y. Donc bonjour à tous, donc moi je suis Nicolas Labroche. Vous m'entendez ? Non, alors je vais prendre le micro, alors l'autre micro. Hop, je l'avais allumé, mais voilà. Ouais, non, mais c'est bon, je pense que là, c'est correct, vous m'entendez. Donc, je suis Nicolas Labroche, je suis enseignant-chercheur donc, au LIFAT, à l'Université de Tours. Et je vais me permettre de présenter un point qui m'a particulièrement intéressé sur l'aspect diversité-inclusion. Alors, je tiens à préciser tout de suite, les slides que vous allez voir sont le travail de Guy Mélençon, qui ne peut pas être là, mais avec qui j'ai échangé. Et donc, du coup, voilà, donc je représente principalement son travail. Donc, excusez-moi si je ne suis pas aussi dissert qu'il aurait pu l'être. Alors, donc, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que, et on l'a vu dans les principales discussions, il y a effectivement le genre qui cristallise beaucoup de discussions et beaucoup des problèmes qui sont rencontrés. On le voit tous. Moi, je suis enseignant-chercheur, donc c'est-à-dire que je vais dans les lycées aussi essayer de parler de l'informatique aux jeunes lycéens et lycéennes. Et c'est vrai que j'essaye de montrer des exemples positifs. Je pourrais vous faire voir mes slides. Effectivement, j'ai aussi des slides avec des informaticiennes connues. J'ai même mis CM sur mes slides, puisque voilà, médaille d'argent CNRS, je pense que ça peut être un modèle relativement positif à suivre. Et je pense qu'effectivement, c'est très difficile en fait. Même quand on a ce discours de montrer des exemples positifs, c'est pas forcément suffisant. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se crée avec la personne pour qu'en fait elle s'engage dans un processus. Et je vais essayer de vous parler un peu de ça. Parce qu'il n'y a pas que les effets de genre qui sont évidemment très importants, je ne dis pas le contraire, mais tous les aspects aussi de la perception que la personne a d'elle-même. Est-ce qu'elle se sent à sa place dans une formation ? Est-ce qu'elle se reconnaît ? Et finalement, quand on parle de minorité, la pire des minorités, c'est qu'à la fin, on est tous uniques et donc on est un, en fait. Donc la minorité, finalement, on est un peu tous sur certains critères en minorité. Et notamment le discours, la discussion que j'ai eue avec Guy Mélençon, qui était très intéressante, c'était lui, par exemple, si tu veux bien passer à la suivante, il m'a dit je suis introverti. Et donc, du coup, finalement, c'est quelque chose. Alors, en informatique, à mon avis, si on fait un sondage honnête, non, ne baissez pas les yeux. C'est une preuve que vous êtes introverti. Donc, en informatique, on peut en avoir beaucoup. Et moi, j'ai eu des étudiants comme ça qui, au bout d'une semaine en L1, me disaient je ne suis pas à ma place, je vais foirer, je ne vais pas y arriver. Bon, c'est des gens qui ont travaillé 60 heures par semaine, qui ont des très 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 bons résultats, qui sont dans le top 5 de la promo. Voilà. Mais c'est des gens qui, culturellement, venaient d'un milieu familial à qui on leur avait pas fait sentir que c'était possible de faire des études longues, ou alors que l'informatique n'était pas fait pour eux, etc. Enfin, je sais pas. C'est compliqué. Et donc voilà. Et donc en fait, il y a des gens qui ont théorisé ça, qui ont étudié ça. Alors au niveau des ressources humaines, et donc vas-y, je t'en prie, si tu veux, qui est donc la théorie de Pat Wadors, qui est donc maintenant chez LinkedIn. Et donc j'ai lu un petit peu quelques articles qu'elle a écrits quand même, histoire de faire semblant de connaître un minimum. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais en fait au département informatique avec mes étudiants. Donc je me suis dit c'est bon, je suis relativement sur la bonne voie, sans l'avoir théorisé. En fait, ce qu'elle met en avant, c'est de plutôt travailler sur le sentiment d'appartenance. En fait, que les gens se sentent à leur place. Et ça passe principalement par un engagement. Et comment on engage les gens ? Bien sûr en discutant, c'est en les écoutant et c'est en les valorisant par des petites choses simples en cours ou lors de recherche. Et donc, c'est exactement pareil qu'on peut amener les gens à la recherche, en fait, et ça crée un lien de confiance, ça crée un lien de proximité. Alors après, j'ai bien conscience qu'il y a des environnements qui sont plus propices que d'autres pour créer ça. Alors moi, je suis dans un département où, si vous avez visité le bâtiment, on a un couloir et demi. Donc en fait, les étudiants, on les voit tout le temps. Donc la proximité, on peut la créer si tant est qu'on veut aller vers nos étudiants, créer du lien, créer une communauté, créer un sens. Voilà. J'ai aussi été à Paris 6 avant. C'était une autre université avec d'autres qualités, d'autres avantages. Mais ce lien-là, cette proximité-là, on ne l'avait pas forcément.
D'accord, donc, tout n'est jamais parfait, il y a un front de Pareto. Mais voilà, donc ce que cette personne a théorisé finalement, c'est que pour lutter contre les problèmes de diversité et d'inclusion, qui sont nombreux, hein, donc pas uniquement liés au genre, mais aussi aux origines sociales. Parfois, il y a des plafonds de verre en entreprise, et on sait que si on ne vient pas du bon milieu familial, eh bien, on n'ira pas beaucoup plus loin. Quels que soient les mérites intrinsèques de la personne. Elle appuie son discours, c'est ce qui est intéressant, sur des études scientifiques, de neurosciences, de cognition, etc. Voilà. Donc, faut que ça soit plus qu'une doctrine, mais que ça soit une façon de vivre et qu'en fait, on ait un appétit d'intégrer les gens autour de nous et de créer des communautés solides. Voilà, je laisse la parole. Merci Nicolas. Nous allons pouvoir passer... prendre une petite pause, regarder les résultats et vous demander si vous avez déjà quelques réactions. Comment on regarde les résultats? On les parcourt comme ça? On n'a pas de stats, ok. Alors moi j'avais vu un truc, je vois pas de problème, c'est une question de compétences scientifiques. Voilà. Enfin, moi, par exemple, je trouve aussi que on n'est pas. On discute beaucoup des genres binaires et on ne parle pas du tout de ce qui se passe entre les hommes et les femmes, quoi, dans la représentation et des genres non binaires. Ça aurait été un peu mon interprétation, voilà, dans ma façon de parler. Donc. Pardon, je ne sais même pas comment on descend. Vous voyez, là, je vais tout... Ouais. Celle-là? Oui, j'avais un peu peur de... Celle-là, là? Non, celle-là lance la prochaine question. Ok, bon, je suppose... Vas-y. D'accord. Oui, alors certains, oui, effectivement, parlent d'étendre sa recherche à des questions d'inclusion. Hein, c'est des aspects qui sont abordés par certains collègues. Hein, travailler sur la question, en fait, hein, faire des travaux. Voilà. Oui, certains proposent une hiérarchisation du débat par rapport aux enjeux climatiques, qui sont plus importants que l'enjeu diversité-inclusion. Oui, les handicaps, effectivement, notre élément, je pense que tu l'as mentionné. Bon, s'il n'y a pas de réaction de votre part encore, pour avoir une BD... Oui, il y en a une. Il y en a qui sont coupés. Ah oui, donc il y a plus d'informations, mais oui, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose avec ça de manière un peu plus... Ah, je savais que j'allais faire une bêtise. Vas-y. Ok, donc en attendant que Arnaud vienne me sauver, nous allons... je vais lancer le second sondage et réfléchir à comment mieux montrer tout ça. Et la seconde question, et donner la parole à Florence. Oui, ok. Donc, je remercie Siem pour avoir lancé cette initiative de table ronde et pour m'avoir conviée. Alors, je vais peut-être prendre une casquette qui est pas celle de... C'est comme les mauvais étudiants, tout le monde regarde le tableau et personne n'écoute. C'est dingue ça, hein? Pardon, le premier c'est oui, le second c'est non. Ok, on va écouter Florence. Donc, alors juste un truc par rapport à la BD. Si vous êtes adhérent à la Société informatique de France, vous recevrez un exemplaire de la BD avec votre prochain bulletin. Hein. Donc, mais ceci dit, posez les questions, n'hésitez pas. Et j'ai porté aussi des agendas de l'association Femmes et Sciences sur la taille XXL. Voilà, avec quelques portraits qui permettent d'avoir des rôles modèles de femmes scientifiques.
Donc, je vais peut-être reprendre mon autre point de vue. Je suis évidemment d'accord avec tous les constats qui sont posés. Depuis 2 ans, il se trouve que je suis vice-présidente responsabilité sociétale de mon université. Donc, je suis passée du côté obscur de la force et je suis devenue politique. Et là, on est dans le nerf de la guerre, c'est-à-dire le fric. Donc, c'est très, très à la mode, la responsabilité sociétale, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les grosses universités européennes, c'est les SDG University, c'est celles qui mettent en avant les ODD. Et dans les ODD, il y a les objectifs de développement durable. Et donc, il y a les trucs sur l'énergie, l'eau, la faim dans le monde, l'éducation des enfants, l'égalité femmes-hommes, etc. Et donc, c'est très, très à la mode d'être focus sur ces 17 ODD qui ont été formalisés. Et il y a une corrélation entre la dynamique des établissements, des universités sur ces problématiques et leur classement dans Shanghai quand même. Par exemple, Saclay, c'est indéniable qu'il y a une présidente qui est hyper dynamique et voilà, bon, elle est arrivée avec une volonté politique et elle a mis en œuvre des choses. Bref. Donc moi j'arrive là-dessus, on me donne dans mon portefeuille l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations, le handicap, la gestion environnementale, le développement durable, la transition énergétique et blablabla, tout ce qui est transidentité, enfin, vous voyez le genre de truc cadeau. Donc alors, il se trouve que je me suis formée depuis très longtemps sur les problèmes de stéréotypes, de biais, etc. Et donc je suis à peu près compétente. Mais la réalité du terrain, si vous voulez, c'est que par exemple sur le handicap, il y a des quotas. Alors, ce n'est pas des quotas en nombre de postes, mais c'est un pourcentage de personnel handicapé qu'il faut recruter dans une université. Il n'y a pas de quota pour les femmes. Sur la transidentité, je pense qu'on est très, très en avance dans notre établissement et on tient compte du prénom d'usage très vite à la rentrée, etc. Sur l'état civil des femmes, etc., c'est plus compliqué. Voilà. Donc, il y a des volontés politiques sur certains chapitres, il n'y en a pas sur d'autres. Pour revenir au problème de diversité et d'inclusion, donc, j'ai une chargée de mission handicap qui a l'habitude de dire que si on rend les choses accessibles en termes de handicap, même de handicap invisible, de 10, d'autisme, etc., si on rend les choses accessibles aux handicapés, les choses elles sont plus accessibles pour tout le monde. Et je pense que c'est la même chose pour tout ce qui est inclusivité. Si on rend les environnements et les modes de travail inclusifs, on intègre tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une espèce de généricité. Alors sur le problème plus spécifique de l'informatique, du numérique, évidemment, on hérite des problèmes génériques en informatique, sauf que là en plus il y a un problème sur l'égalité parce qu'il n'y a pas de quotas, il n'y a pas de lycéennes comme l'a montré Cécile. Donc il y a un problème, si vous voulez, de SPNSI, de prépa MP2I, etc. Il y a un deuxième problème qui est celui qu'on hérite de toutes les situations de gender balance, qui est le plafond de verre, le plancher collant, le syndrome de l'imposteur, je vous mets tous les mots-clés, les filles Mathilda, etc. Et on assiste à un troisième problème qui est celui du tuyau percé, c'est-à-dire que dans les carrières informatiques, dont je parle là de l'industrie, pas seulement de l'académique, il arrive un moment dans les carrières où les femmes n'en peuvent plus parce qu'on recrute des femmes au départ parce que ça fait bien ou parce qu'on sait qu'on en a besoin, etc. Mais malgré tout, la gestion des carrières n'est pas équivalente. Il y a des inégalités salariales, y compris dans la fonction publique, c'est paradoxal, mais vous pouvez regarder le bilan social de votre université, vous regardez le bilan social du MESRI, il y a des différences de salaire. Voilà. Donc, on arrive à un moment dans la carrière où on en a ras-le-bol. Donc, beaucoup de femmes qui avaient des carrières dans l'informatique se recyclent, prof de yoga, coach en développement personnel, etc. Voilà. Et un dernier problème qui apparaît, puisque évidemment, on est quand même une génération qui a un peu porté l'informatique. Les aînés comme nous n'ont pas forcément fait des études informatiques au départ. Et il y a un dernier problème qui est celui d'arriver à intégrer le fait que dans nos communautés, quand on parle de problèmes de carrière féminine, les femmes n'ont pas toutes eu des enfants. Non, la parentalité, ce n'est pas un problème qui touche toutes les femmes. Moi, il m'est arrivé d'animer des
des ateliers sur les problèmes des carrières, etc. Et quand je suis à 45 minutes de discussion sur l'allaitement, ça m'énerve. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut arriver à inclure tout ça. Le dernier problème, c'est celui du vieillissement. C'est-à-dire qu'on a des gens... Alors, si on dit les choses de manière polie, on parle de seniors. Si on le dit à l'anglaise, on parle de aging. C'est-à-dire qu'en fait, on vieillit et qu'à un moment donné, on a tendance... Alors, peut-être parce que c'est un métier où il faut sans arrêt se remettre en question, renouveler les connaissances... nous, on doit être au 4e paradigme de programmation. Si on a commencé avec du Fortran, on est passé au structuré, à l'objet, etc. Bon, enfin, bref, on va passer au quantique. Et à un moment donné, il faut arriver à se remettre en question et ce n'est pas toujours évident. Voilà, ce n'est pas propre aux femmes, mais il y a un vrai problème d'intégration des seniors, etc. Donc, ce que je voudrais juste mettre en perspective, c'est qu'on hérite de problèmes qui sont des problèmes sociétaux très, très liés quand même aux pays occidentaux. J'ai participé à une enquête de l'UNESCO qui démontrait qu'il y avait beaucoup d'étudiantes en informatique dans des pays qui sont assez peu démocratiques. Ou dans des pays comme l'Inde, comme quand je vais faire des cours en Inde, enfin quand j'allais avant le confinement faire des cours en Inde ou en Malaisie, j'avais beaucoup d'étudiants dans l'amphi ou à distance, parce que les filles disent que c'est un métier pour les filles, l'informatique, parce qu'on peut travailler à distance, on ne se fait pas embêter par du harcèlement dans le bus en allant, etc. On ne porte pas des charges lourdes, vous voyez. Donc, il y a des points de vue civilisationnels très intéressants. Et donc, ce rapport de l'UNESCO, il met quand même en lumière pas mal de déséquilibres comme ça. C'est un constat. Il faudrait que maintenant on puisse passer à l'action. Donc, on peut citer quelques actions comme Carnegie ou la Norvège qui a mis en place, par exemple, des postes d'université spécifiques pour les femmes. Il se trouve qu'à un moment donné, on se retrouve en faute par rapport à des lois qui sont contre les discriminations. Et la discrimination positive, c'est une discrimination. Donc, c'est hors la loi, etc. Voilà. Donc, je dis, quelles actions entreprendre pour passer vraiment à l'échelle. Voilà. Merci Florence. Sans transition, nous passons à la parole à Alexandre. Je suis en train de récupérer ta présentation. Mais tu peux déjà dire deux mots avant que ça s'affiche. Donc, bonjour, moi c'est Alexandre Termier de Rennes. Non. C'est pas Alexandre. Bon. Ah, Ouais, c'est bon. ah, d'accord, je pensais que c'était mon nom, je m'étais trompé. Donc bon, donc oui, donc voilà, moi j'ai été prévenu il n'y a pas très longtemps. Alors je pensais que j'étais là comme caution de diversité pour être un mec, mais je vois qu'il y a Nicolas, donc ça veut dire que non, mais voilà. Donc en fait, ça veut dire que j'ai été pris pour une autre raison, sans doute pour des raisons d'intersexualité. Je dois être le vieux con réac. Donc je vais C'est les cheveux, Alexandre. C'est les cheveux. Merci Elisa. Et donc, comme j'ai pas autant travaillé sur le sujet que tous les autres intervenants, j'ai juste pu me poser quelques questions depuis lundi. Alors, tiens, si tu veux bien mettre le slide, celui-là, là. Juste peut-être déjà qu'on se rappelle. C'est super cool, on parle de diversité, d'inclusivité, en particulier on parle des femmes. Et si vous vous rappelez du commandant Sylvestre dans Les Guignols, c'est un petit peu ça quand même actuellement, c'est-à-dire que voilà, on est, qu'on soit des hommes ou des femmes, là dans cet amphi ou dans toute notre communauté, on est des quasi-clones. C'est-à-dire, vous pouvez penser que, mais non, on est tous très différents, mais non. En général, on vient tous d'un certain milieu social, alors bien sûr, statistiquement, et on a tous fait des bonnes études, sinon on ne serait pas là, et ainsi de suite. Donc, rappelons-nous quand même qu'on est quand même très très proches. Alors bien sûr, se dire qu'on est des quasi-clones et qu'on ne voulait même pas avoir nos clones féminins avant, c'est pas très très top pour nous, mais donc voilà, ça c'était un premier point, et on est quand même très proches. Alors après, je me suis posé la question, je me suis demandé, donc on fait un effort là, j'essaie, et c'est bien, et je pense dans toute la communauté informatique, de se dire comment faire pour avoir plus de filles en informatique. C'est une question, et donc on peut chercher sur Google des traces. Alors vous êtes dans ma bulle Google, donc on est bien d'accord, scientifiquement ça a quasiment zéro valeur, mais j'ai fait ce que je pouvais avec un échantillon de l'analyse de données propres. Et on trouve sur Google très très vite dans les premiers hits des initiatives, alors pas ce truc de GC, mais parce qu'il va falloir attendre 2-3 jours que Google se mette à jour, pour comment avoir plus de filles. Donc je me suis demandé, mais il y a des disciplines déséquilibrées dans l'autre sens. Et j'ai cherché, est-ce que les littéraires ont essayé d'avoir plus d'hommes? Ils s'en tapent. Les biologistes s'en tapent aussi. Et les sciences humaines
encore pire. Donc voilà, je remarque, pourquoi est-ce qu'eux, on n'a rien à faire d'avoir plus d'hommes? Je sais pas. Mais c'est juste, moi je peux juste poser des questions. Alors l'autre slide, alors je suis désolé, j'ai un mauvais choix de couleur pour l'autre slide, et en plus il n'a pas pris le dessin, donc ça va être compliqué. Tant pis, on va faire. Donc en fait, j'ai essayé de. L'autre slide, c'est juste un exercice intellectuel parce qu'on vient de parler de discrimination positive. Très bien. C'est juste d'essayer de me poser la question. Alors, ça va être très dur. Alors, donc vous avez. C'est un exercice intellectuel sur le recrutement. Donc en bleu, vous avez le pool des hommes qui est plus grand en informatique, c'est normal. On a dit qu'il y avait plus d'hommes. Et en rose, désolé, vous avez le pool des femmes qui est actuellement plus petit, mais bien sûr, ça va changer. Et donc, ce qu'on dit, c'est, à niveau égal, on va prendre les femmes. Donc, c'est cool. Mais, forcément, si vous avez... Donc, ça veut dire que, vous voyez, si la flèche vers le haut, que vous ne voyez pas, c'est le niveau, on va dire qu'il va y avoir les femmes les plus hautes en niveau qui vont pouvoir passer. Les hommes de même niveau, désolé les gars, vous dégagez. Et ce qu'on va prendre, c'est comme on a plus d'hommes, on a plus de chances d'atteindre des outliers qui sont très très loin, donc les hommes très 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 forts. C'est juste, quand vous avez une plus grosse population, statistiquement, vous avez plus de chances d'aller toucher des gens. Donc ça veut dire que les gens qui vont réussir à passer, les hommes qui vont passer la discrimination positive, c'est les hommes qui sont vraiment très très forts. A priori, ils sont bien sûr sûrement très très forts, mais ils ont aussi beaucoup de temps. Donc ces hommes-là, soit ça veut dire qu'ils passent tout leur temps à bosser, soit ça pourrait vouloir dire, en tout cas dans ces hommes-là, il existe des hommes qui sont peut-être extrêmement machos et avec des familles très très à l'ancienne, où c'est la femme qui gère tout à la maison et eux, ils n'ont que le travail à faire. Donc c'est ça les hommes qu'on a envie de favoriser. C'est peut-être un effet de bord. On est d'accord, c'est à étudier, je ne me base pas sur des faits, c'est une analyse théorique. Mais c'est juste... Non, j'ai vraiment pas d'observation. Je vous ai dit, je travaille sur un exemple ou alors sur aucun. Et donc je termine sur mon dernier slide, où je vous en mettrai même plus pour dire sur de la théorie, mais sur de la pratique. En fait, pourquoi est-ce qu'on veut des femmes en sciences? Je suis désolé, on n'en a rien à faire, que ce soit des hommes, des femmes ou n'importe quoi. On veut juste de la matière grise pour travailler sur nos problèmes. Et les chronos qu'il y a derrière cette matière grise, a priori, on s'en fiche. Ce qui est très cool, donc on fait toutes ces choses-là, c'est bien. Je ne sais pas pour vous, alors là je parle surtout aux vieux, mais moi, mes doctorants ou doctorantes, la plupart d'entre eux, bien sûr, je ne généralise pas, mais beaucoup quand même, ils n'ont pas envie de rester avec nous. Quand ils voient notre métier, ils n'ont qu'une envie, c'est se tirer. Et ils vont après, parce qu'ils ont d'autres endroits où ils ont envie d'aller, qui vont leur donner plus d'argent pour faire ce qu'ils aiment faire. Donc, on parle beaucoup de diversité et d'inclusivité, c'est bien, mais c'est quoi les endroits où nos étudiants ont vraiment envie d'aller après? Est-ce que c'est divers et inclusif? Est-ce que c'est ça qu'ils visent? Et qu'est-ce qu'on va devenir nous? Parce qu'on parle beaucoup de recrutement, mais où est-ce qu'on est en train d'aller avec ce truc où de toute façon, on ne donne pas envie aux gens d'aller chez nous? Peut-être pas pour des raisons de diversité et d'inclusivité. Voilà, c'était les questions du jour. Merci Alexandre. La suite, ça va être Elisa qui va, j'espère, répondre à Alexandre. En attendant, ça continue. Oh, apparemment, on était tout à l'heure plus divers et là, d'un coup, on est un peu moins divers que les autres communautés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, nous allons passer donc à Elisa Froment. Il n'y a pas de slide, cherche pas. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de slide. Donc, on peut continuer à regarder comment ça va évoluer. Ouais, c'est bien. Et bien sûr, on va mettre la caméra. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je m'appelle Elisa Fromont, je travaille dans la même équipe qu'Alexandre, donc le fait de lui répondre, c'est un peu notre quotidien, c'est sympa, c'est comme à la maison. Donc, j'ai deux choses pour lesquelles, enfin peut-être trois, pour lesquelles ça me fait vraiment plaisir d'être là, parce que ces aspects-là, ça m'intéresse beaucoup, que
À l'IRISA, là où on travaille avec Alexandre, il y a un groupe qui travaille sur l'égalité et la parité qui est très, 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 très actif et on essaie de faire plein de choses pour essayer de faire en sorte que les gens se sentent mieux inclus, qu'on augmente la diversité et ça passe quand même pour l'instant principalement par le genre et par les femmes. Voilà. À ce sujet-là, on travaille parce qu'on pense que c'est nécessaire et parce qu'on a lu plein d'études nous toutes et tous, au moins sur cette table ronde, sur le fait que c'était important de toucher tôt les jeunes femmes. On a vu, Cécile nous a parlé au début des problèmes qu'il pouvait y avoir avec NSI. NSI, c'est la nouvelle spécialité du lycée informatique. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est que vous n'habitez pas sur cette planète. Mais en gros, il y a très très peu de femmes en NSI. On est de l'ordre de 10%. Et globalement, il ne faudrait pas me lancer trop là-dessus, mais globalement, la réforme du bac fait qu'il y a moins de femmes en général en sciences qu'il y en avait il y a quelques temps, en particulier en maths et donc en informatique, et donc dans notre communauté EGC et dans le reste. Bref, voilà. Alors en fait, je voulais parler un petit peu de ce qu'on pouvait faire pour améliorer la diversité et l'inclusion. On est tous d'accord que ce serait mieux dans notre communauté, même si Alexandre dit qu'on s'en fout et qu'il n'y a que la matière grise qui compte. Je pense que les problématiques sont un petit peu différentes quand c'est des gens divers qui s'en occupent, qu'on a des points de vue qui ne sont pas les mêmes, et je pense que c'est bien qu'il y ait de tout. Après, je voulais répondre à des choses qui ont été dites jusqu'à maintenant. En particulier, je crois que c'est Florence qui a parlé du fait que les salaires n'étaient pas les mêmes, même à l'université, entre les hommes et les femmes. Et donc, effectivement, c'est un constat que j'ai fait. Je suis allée voir la présentation du budget de mon université. On va croire que j'ai rien à faire de la vie, mais et des ressources humaines et tout ça. Et donc effectivement, j'ai fait ce constat-là. Et puis on a quand même essayé de se poser la question de comment c'était possible. Je ne sais pas si vous vous êtes demandé comment c'était possible. Et donc en fait, c'est parce que les hommes ont tendance à prendre plus de responsabilités et donc ont plus de primes. De type PEDR et tout ça, alors maintenant RIPEC là, mais en général de responsabilité, font plus d'heures sup. Donc ça, on peut ouvrir, enfin enfoncer les portes ouvertes de pourquoi les hommes prennent plus de responsabilités, font plus d'heures sup. Est-ce que c'est parce que les femmes font plus de choses à la maison? C'est peut-être un peu simpliste, mais bon voilà, c'était juste pour vous dire qu'on s'était un peu posé la question. Et toujours sur le dernier slide d'Alexandre, vous pouvez me rappeler la question du dernier slide, parce que je vais repartir là-dessus. Alex, tu peux me redire ce que tu as dit sur ton dernier slide? Ou Siem, à la place d'Alex, ça marche. Bon, il y avait la question des étudiants qui ne voulaient pas venir chez nous, ils allaient dans l'industrie. Et puis, il y avait son graphique, là... rose et bleu, oui. il faisait de la pseudo-science. Ouais, mais ça, j'ai adoré. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça super. Je trouve que ça pose des questions intéressantes. C'est vrai qu'en fait, on est en train d'avoir des espèces de surhommes. Je ne m'étais jamais posé cette question-là. J'ai trouvé ça super. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit sur le fait que les étudiants, et en particulier les étudiants, ne voulaient pas... Je pense que la communauté de la recherche, et en tout cas à l'université, on est plus inclusif et plus divers que dans les entreprises en général. Et même si elles payent mieux, je pense que typiquement, une des raisons pour lesquelles on peut vouloir, enfin en tout cas nos très bonnes doctorantes veulent rester, c'est parce qu'on est une communauté qui se pose des questions et qui essaie vraiment de faire quelque chose dans ce sens. Et c'est parce qu'on se pose ces questions et qu'on essaie de faire quelque chose que elles veulent rester. Donc, je ne suis pas aussi pessimiste que lui sur le fait qu'en nous regardant travailler, elles ne veulent pas ou ils ne veulent pas rester chez nous. Donc, je voulais juste parler de façon d'augmenter la diversité et l'inclusion dans le milieu de la recherche en général. Alors, ça s'applique à EGC, mais pas que. Donc, quelque chose qui a été dit, les rôles modèles. Alors, c'est génial à EGC, là, le coup des 5 conférencières.
de toutes les conférencières invitées. Je trouve ça juste génial. Donc ça, c'est hyper important. Continuer la discrimination positive. Alors, j'ai bien entendu ce que disait Florence sur le fait que dans discrimination positive, il y avait discrimination et que ce n'était pas totalement autorisé, mais je pense que c'est important. Donner envie de travailler, donner envie, ça c'est ce que disait Alexandre plutôt à la fin, et je pense que ça, on peut aussi agir là-dessus, de montrer qu'on s'intéresse à certains sujets, le harcèlement, la parité, qu'on met des choses concrètes à disposition des femmes pour leur donner envie et tout. Je pense que ça, c'est important. Par contre, ça a des effets toxiques assez forts, le fait de faire tout ça. Et je pense que, bon, il y a malheureusement pas grand-chose à faire sur ces effets toxiques, mais à force d'être victime de discrimination positive ou à force de bénéficier de discrimination positive, à force d'être sans arrêt mis en avant parce qu'il faut des rôles modèles, à force de travailler beaucoup plus que la plupart des gens sur comment on fait pour donner envie aux gens de venir dans notre environnement de travail, eh ben, on perd du temps, on ne fait pas de la recherche et on se demande un petit peu si on est là parce qu'on a de la matière grise qui va bien ou est-ce qu'on est là parce qu'on est une femme et qu'il faut toutes ces choses-là. Et ça, c'est lié au syndrome de l'imposteur dont tu as parlé un petit peu, Florence, aussi tout à l'heure dans ses mots-clés. Et il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Parce que je pense qu'on est dans une période de transition de phase. Alors, elle va être longue, de rien à égalité, mais que pendant un moment, on ne va pas avoir d'égalité. Et je pense que les femmes prennent cher sur tous ces aspects-là parce qu'elles passent beaucoup de temps, en fait, à essayer de combattre le fait qu'elles ne sont pas là parce que c'est des femmes, mais qu'elles sont vraiment là parce que scientifiquement, elles ont une place. Et ouais, il n'y a pas grand-chose. J'ai un constat un peu... Enfin, je fais le constat. Je n'ai pas grande solution là-dessus. Je pense qu'il faut tenir bon en tant que femme et en tant que minorité en général pour que ça s'arrange, que ça devrait s'arranger, que ça s'arrange déjà. Mais que voilà, on n'est pas du tout en train de parler d'égalité, parce que je ne pense pas qu'il y a d'égalité. Pour le coup, je pense qu'il y a une réelle discrimination positive actuellement. Et ça, c'est pour amener de l'équité, mais pas de l'égalité. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci Elisa. Moi j'ai un collègue homme qui est très connu dans son domaine qui m'a dit qu'il ressentait le syndrome de l'imposteur très souvent et qu'il aimerait faire partie de discussions autour de ce syndrome qui ne concerne pas que les femmes. Donc peut-être aussi que les femmes ont tendance à en discuter plus que les hommes. Nous allons procéder au lancement de notre dernière question du sondage, qui va être la suivante. Quelles sont vos propositions? Comment pensez-vous qu'on puisse s'améliorer et être plus divers et inclusif? Donc, j'y vais. C'est bon, Arnaud? Ça a été lancé? Oui, c'est bizarre. Je fais quoi? Je retourne là? Ok. Et si, je veux. Ça va nous occuper un peu. Oui. Ah oui, il y a le biais, etc. Oui. Ok, je ne montre pas. Donc, est-ce qu'il y a des interventions? Des questions, des interrogations? Oui. Et qui m'a saluée en me disant ah, c'est vous la nouvelle recrutée? Eh bien, l'année dernière, on avait recruté un étranger. Cette année, c'est une femme. Où va-t-on? Est-ce que l'année prochaine, ce sera une femme de nationalité étrangère?
Donc vous comprenez qu'avec un accueil pareil dans mon activité, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est le fait qu'à l'époque, je n'ai pas réagi plus qu'en lui disant « Eh bien, je suis contente d'arriver néanmoins dans cet établissement ». Il est clair que de tels propos, j'ose espérer qu'on ne les entend plus de nos jours, et donc ça veut dire qu'on a quand même fait un petit peu du chemin, même s'il en reste encore à faire. La deuxième remarque que je voudrais faire, elle rebondit sur les propos de Florence et d'Elisa, qui concernent justement les actions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire? Et en fait, moi, j'ai beaucoup d'interrogations justement sur ce qui est mis en place. Elisa soulignait des points négatifs des actions qui sont prises, mais moi, je ne vois pas forcément les mêmes points négatifs. En particulier, aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes administratives qui sont proposées sur des questions de parité. Parité dans les COS, parité dans les jurys de thèse. Quand on voit le déséquilibre statistique de notre communauté, ces contraintes de parité ne font qu'alourdir encore la tâche des femmes. Et donc, moi, je serais pour la mise en place de mesures, mais avec effectivement une analyse fine des effets négatifs qu'elles peuvent avoir. Oui, merci beaucoup. Effectivement. Y a-t-il des réactions là? Il y a Cécile qui voudrait parler. Oui, il y a d'autres. Oui, très bien, merci. D'accord. Cécile, tu voulais prendre la parole? Oui, je voulais bien parce que j'ai cru reconnaître la voix de Christine, que je salue au passage. Je pense qu'effectivement, la question, il y a cette question de l'accueil et que la question du sexisme ordinaire, c'est quelque chose qui est très important. Il ne faut pas négliger qu'il y a quand même des initiatives qui sont faites au niveau de la CPED. Donc, même si des propos comme ça sont peut-être moins fréquents, on a quand même des problématiques dans l'enseignement supérieur et la recherche qu'il ne faut pas négliger d'un point de vue par rapport à toutes ces questions. Et c'est pour ça que la conférence permanente des chargés de mission égalité des universités travaille vraiment dans ce sens, y compris sur les questions qui vont bien au-delà du sexisme ordinaire. Donc ça, c'est un point que je voulais mentionner. Et puis, je voulais revenir sur cette question un petit peu de quotas qui était évoquée. La première chose, c'était de dire, quand on parle de discrimination positive, au départ, c'était un peu, en anglais, on parlait plutôt d'action positive. Et donc, en mettant ce mot-là, effectivement, il y a quand même cette question qui se pose. Et peut-être pour répondre aussi à Alexandre, il y a une question aussi à un moment de rattrapage de situations inégalitaires et que ce n'est pas une perte de prix. Enfin, voilà, il y a une question de perte, mais bon, toutes ces questions d'égalité, elles sont vraiment liées aussi à quand même rattraper des inégalités aussi. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Et enfin, sur les politiques de quotas, peut-être juste un mot rapide. C'est effectivement quelque chose que j'ai constaté. Donc forcément, comme je baigne avec des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses en sociologie, en sciences politiques, je m'étais un peu attardée sur cette question de politique de quotas. Selon les moments où ces politiques de quotas ont été mises en place, elles ont pu être favorables à certains moments pour certaines femmes de retrouver de la visibilité, notamment après des congés maternité, etc. Et en même temps, on peut que constater que des fois, il y a un effet très négatif au sens du travail. Donc, je pense notamment aux politiques de quotas sur les comités de sélection, puisque, voilà, pour le coup, je me sens très, très concernée et je suis souvent sollicitée, beaucoup plus que mes collègues hommes si on fait les statistiques. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a eu un regret aussi de comment ce travail est reconnu. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de ce qui est reconnu dans les responsabilités. Et par exemple, par rapport aux participations au comité de sélection, pour moi, c'est quelque chose qui, dans les dossiers académiques, c'est quelque chose que je mentionne systématiquement quand je fais mon dossier, c'est cette participation parce que c'est un travail important. Ça veut dire qu'il y a aussi un peu une visibilité qu'on est venu nous chercher. Et c'est aussi comment mettre de la valeur dans les tâches qui nous incombent par rapport à des politiques de quotas qui peuvent avoir des intérêts, mais leur donner plus de valeur aussi d'un point de vue de la carrière. Voilà, je voulais juste dire ces quelques mots. Merci Cécile. Y a-t-il d'autres réactions? Nous avons encore 5 minutes environ. Ah oui. Je voulais juste réagir par rapport à cette question des quotas, en fait. Donc, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ces quotas, en fait, avec la précédente intervention, peuvent
peuvent poser problème en fait, hein, parce que à vouloir bien entendu rattraper une situation, etc., on se retrouve en fait, en tout cas en tant que femme, sursollicitée. Hein. Bon, bien entendu, on ne va pas se plaindre parce que ça booste les carrières, etc. C'est ce qu'avait dit, aussi. La précédente intervention, mais il faut quand même être très vigilant. J'aimerais vraiment attirer, en tout cas discuter de ce point. Il faut être extrêmement vigilant parce que quelque part, en fait, on se retrouve aussi à déséquilibrer la situation par rapport à des collègues hommes, notamment des jeunes chercheurs, qui ne sont jamais invités finalement parce que à vouloir mettre, enfin, je veux dire, c'est vraiment un avis personnel. Hein, donc, je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais ce que je veux dire, c'est qu'à vouloir mettre, par exemple, 50% de femmes là où on est peut-être 20%, on se retrouve à déséquilibrer des situations, notamment quand on va analyser des CV de collègues pour des promotions, etc. Eh bien, des hommes se retrouvent à être très peu invités, en fait, voire jamais invités dans des comités de programme, etc., versus des femmes qui sont extrêmement sollicitées, etc. Donc, je veux dire qu'il faut faire très très attention au fait que ça peut déséquilibrer finalement en fait la situation entre les hommes et les femmes de l'autre côté, ce qui n'est pas nécessairement ce qui est recherché à la base. Une autre remarque que j'ai trouvée en tout cas une autre expérience que j'ai et que je trouve particulièrement alarmante en fait, par exemple au niveau des comités de sélection. Donc, si j'acceptais tous les comités de sélection dans lesquels je suis invitée, en fait, tous les ans, que ce soit maître de conf, chercheur, INRIA ou autre, eh bien, je me retrouverais avec un pouvoir disproportionné de décision sur le recrutement dans ma thématique, ce qui est quand même un peu injuste. Si j'aime pas un candidat, je vais le revoir à Lille, à Rennes, à Paris et à Bordeaux. Bien sûr, j'accepte pas tous les comités de sélection et donc il y a une espèce de biais aussi qui est quelque part en fait, qui se glisse finalement de ce fait-là. Et je pense qu'il faut être très, très vigilant par rapport à ça, quoi. Et donc, diversity and inclusion, je pense que ça ne doit pas nécessairement partir que dans une direction. En essayant de corriger, il faut faire attention à ce que diversity and inclusion aussi, qu'on n'oublie pas les hommes, quoi, quelque part. C'est-à-dire, voilà, mais c'est un avis personnel. Je ne veux pas m'attirer les foudres. Il reste des BD. Marc. Alex, je ne viens pas t'aider. En fait, c'est super de parler de diversité et d'inclusion à EGC, mais c'est un peu la conséquence malheureuse de ce qui se passe dans les études universitaires et au lycée, en fait. C'est pourquoi il n'y a pas de femmes, pourquoi on n'attire pas de femmes. Et ça aussi, c'est une question récurrente qu'on a aux oraux du CAPES. Et les réponses sont catastrophiques, alors que c'est une question attendue. Les réponses faites par les candidats sont catastrophiques. Et généralement, ça ne marche pas ? Ah, si. La meilleure réponse qu'on avait obtenue, c'est une femme qui l'a donnée. Et en fait, elle n'a pas parlé de genre et tout, elle a parlé de diversité, attirer des publics divers. Et pour attirer un public divers, en fait, il faut communiquer sur le fait que l'informatique, c'est une science. Et malheureusement, au lycée et tout, c'est trop vu comme un outil, comme un truc de geek. Et aussi à cause des professeurs, plusieurs nous ont dit que l'informatique n'était pas une science. Donc, il y a ce travail aussi à faire, améliorer l'image de l'informatique pour que ça soit une science. Parce qu'en maths, il y a quand même un équilibre meilleur dans plein de disciplines qui sont considérées comme des sciences. Et cet équilibre, il est large, c'est un équilibre, quoi. Il est plus balance. Et donc, l'effort, il est là aussi. Donc, il y a des initiatives, Girls Can Code, plein de choses. Mais il faut aussi travailler sur la base pour, à terme, arriver à ce que toute la pyramide soit bien distribuée. Véronica. D'accord. Ensuite, je donnerai la parole à Angela après. Puis il restera peut-être du temps pour une intervention. Ok. Non, juste pour compléter la réponse. Donc, il parlait des lycées. C'est vrai que beaucoup de filles sont, on n'est pas fait pour les sciences, on n'est pas pour l'informatique. Je voulais juste compléter
Et que ça se joue beaucoup avant aussi. Je les vois chez les enfants au collège, les enfants à l'école, je les ai vus assez petits, eux, les amis, les copains, dire ah bah ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Ah les maths c'est un truc des garçons, là on n'est pas très fort, etc. Ça se joue beaucoup entre eux. On voit certains professeurs qui font un effort pour cette inclusion et ça marche, ça les motive, mais il faut faire beaucoup plus. Je ne saurais pas dire où ça se gâche exactement, mais c'est beaucoup avant que l'université. Ça ne suffit pas d'aller voir le terminal pour réussir à motiver les filles plus que ça. Merci Véronica. Angela? Oui, moi je voulais revenir sur cette question de prise de responsabilité de la part des femmes parce que normalement les femmes ne se sentent pas à la hauteur de certaines responsabilités et puis voilà, ils sont forcément des contraintes de temps par rapport aux hommes. Je voulais aussi revenir un peu à nos analyses de données, de publications. Une autre tendance qu'on avait observée, c'était par exemple que les papiers sous les confs de rang B, il y avait plus de papiers comme dire, écrits par des femmes dans les confs de rang inférieur par rapport à des confs top, des top confs. Donc, ces sentiments des femmes de ne pas se sentir à la hauteur, c'est quelque chose qui revient à la sociologie, à la psychologie, hein, et c'est aussi la raison pour laquelle voilà, la situation est telle que actuelle. Et puis, moi, je trouve que les femmes qui sont des role models, ils peuvent faire ce qui s'appelle mentoring en anglais pour convaincre les jeunes femmes, donc par exemple dans notre domaine en informatique, à se sentir à la hauteur de certaines tâches, de certaines responsabilités, de certains jobs. Voilà. Donc, Merci Angela. Y a-t-il une dernière intervention dans le public? Oui. Il faut aller tout là-bas. Ah, vas-y. Bah oui. La dernière BD a été distribuée. Bonjour. Moi, sur le point qui me fait un peu tiquer, on va dire, mais qui ne me surprend pas tellement par rapport à tout l'aspect sociétal qu'il peut y avoir derrière les questions de discrimination, c'est qu'il y a beaucoup de femmes et de personnes discriminées qui, à force de lutter aussi, d'essayer de mettre en place des actions, de prendre des responsabilités, qui sont épuisées parce que pas le temps, parce que c'est dur au quotidien de lutter contre ces discriminations. Et un des points importants, c'est que déjà, il ne faut pas qu'on arrête de lutter, parce que pour faire évoluer les choses, il faudra toujours se battre. Mais aussi, ce qui est très important, je pense, c'est que les personnes qui ont la place majoritaire, elles prennent aussi leurs responsabilités et qu'elles disent à un moment donné, telle parole n'est pas acceptable, que c'est pas normal que les hommes gagnent plus que les femmes, ou que c'est pas normal que certaines situations ne sont pas normales, et de le faire à la place et pour les personnes discriminées, sans forcément prendre tout l'espace non plus, mais de pouvoir faire ce relais parfois à la place des personnes discriminées pour éviter cet épuisement continuel qu'on peut avoir dans le travail, dans la société, pour essayer de rééquilibrer les choses et de permettre à tout le monde de vivre dans de meilleures conditions, de manière équitable, et qu'un jour, on espère ne plus avoir à lutter contre toutes ces discriminations. Voilà. Quelle belle conclusion. On était justement en train de se prendre la tête sur comment clore tout ça. Merci pour cette intervention. Merci à tous. Merci aussi aux participants et participantes qui ont bien voulu jouer le jeu. Celles qui sont à distance, merci Angela, Elisa, Cécile pour votre participation. Et on vous a fait travailler un peu, c'était pas pour rien, c'est aussi parce qu'on va rédiger un petit résumé, un petit document sur la base de tout ça, et on mettra ça sur le site de GC pour
pour le futur. Merci encore. Merci. Salut à tous.